La session d'aujourd'hui va parler, ou va porter sur le choix ou déjà avant de choisir, l'identification des journaux, des revues, scientifiques pertinentes pour publier votre manuscrit et on va utiliser une nouvelle plateforme aujourd'hui qui s'appelle, Journal Search Reports. Donc c'est une plateforme qu'on n'a pas, heu, parcourue dans les modules précédents, et l'idée, c'est essayer d'avoir, pas mal d'informations au niveau des journaux scientifiques pourraient se faire une idée, de leur profil, que ça soit d'un point de vue impact, fréquence de publication, des données relatives à l'accès ouvert, des données, relatives aussi à la contribution, qui contribue, qui, publie, dans ces journaux, que ce soit au niveau d'un pays ou au niveau des institutions. Donc l'idée, c'est ça, c'est, de comprendre un petit peu, ce qui se fait, hem, au niveau des journaux. Alors j'ai quelques diapos, hem, à parcourir. Alors juste un instant. Ce que je vais faire, c'est vraiment essayer de parler du contexte dans son ensemble. Alors, quand je parle de Journal Search Report, c'est la dernière édition, hem et la nouvelle édition a apporté quelques changements. Donc l'idée, c'est ça, c'est, de parcourir et d'expliquer un petit peu ce qui a été fait, jusqu'à maintenant. Alors juste un instant. Donc l'agenda est le suivant. Ce que je vais faire, c'est que je vais présenter le Journal Search Report, mais je vais mettre l'accent sur, l'intégrité de la recherche. Ensuite, je vais parler des changements, donc derniers changements dans la dernière édition du Journal Search Reports. Ensuite, vous allez voir qu'il y a des intégrations de données, dans différentes plateformes. On l'a vu dans le Web of Science il y a quelque temps, dans le premier module. On en a parlé aussi dans la session sur EndNote. Donc on retrouve un petit peu, toutes ces données ou quelques-unes de ces métriques qui proviennent de Journal Search Reports dans d'autres systèmes. Et l'idée aussi, c'est de mentionner qu'on a aussi une API qu'on peut utiliser pour intégrer les données du JCR dans dans d'autres systèmes. Et bien sûr, je prendrai le temps de répondre aux questions. Alors, en termes d'évolution, Journal Research Reports, il a 50 ans, cette année. Il a été créé en 1975. À la base, c'était, donc la 1975, la première année pour le Journal Research Reports. Et bon, c'était une collection relativement petite, parce que voilà, c'était, des rapports qui étaient calculés pour 2000, un peu plus de 2000 journaux. Et c'était des journaux dans l'édition, la collection en sciences. Ensuite, il y a plusieurs développements. L'idée, en 78, c'était, d'avoir plus de journaux pour les journaux en sciences sociales et ainsi de suite. Vous allez retrouver des développements similaires, par exemple, pour, Arts Humanities Citation Index. Donc ça, on l'a étendu en 2021 aussi pour les journaux émergents. Donc vous voyez que c'est une plateforme qui évolue. Hem, Quand je disais tout à l'heure, une nouvelle plateforme, c'est une plateforme qui évolue, sans cesse. Et ce sur quoi je veux m'attarder aujourd'hui, c'est vraiment sur l'intégrité de la recherche et sur l'impact que les rétractations ont dans la littérature. Alors, hem, ce qu'on a par exemple, ici, hem, quelques statistiques. On a à peu près 50 000 journaux scientifiques, publiés dans le monde. Et ce qui est compliqué, c'est, d'évaluer ces journaux scientifiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont différents niveaux de qualité, différents niveaux d'impact. Alors si on se met dans la peau d'un chercheur, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on ou même au niveau d'une institution ou au niveau d'un pays, comment est-ce qu'on fait pour trouver, des revues cohérentes avec des valeurs, scientifiques éthiques, pour mettre en valeur, pour valoriser les travaux de recherche? Alors pour, les bibliothécaires, la question est légèrement différente. C'est plus des questions de à quoi est-ce qu'on doit s'abonner? Quels sont les bons journaux, dans les domaines qui intéressent nos chercheurs? Après, bien sûr, il y a aussi les questions qui concernent, l'accès libre, l'accès ouvert. On entend de plus en plus parler de la science ouverte. Donc, c'est aussi important d'avoir des données au niveau des journaux pour se faire une idée de quel est le type d'accès que les journaux
propose. Alors ça, c'est un petit peu pour le contexte, mais je veux aborder aussi quelques alors j'ai 2 diapos sur le sujet. On a, pas mal de préoccupations au niveau de la science et ça, c'est une analyse, un graphique du journal Nature qui a été publié en décembre 2023. Bon, le graphique, il est relativement simple. En orange, c'est le nombre d'articles de journaux. En bleu, c'est le nombre de actes de conférence. Mais ici, ou conference papers, mais en fait, là, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui ont été rétractés, c'est-à-dire qui ont été retirés des publications. D'accord? Et on voit qu'en 2023, on a passé la barre des 10 000. On a passé la barre des 10 000 publications, 10 000 articles qui ont été retirés, qui ont été rétractés parce que ces publications posaient problème. Alors que ce soit manipulation de données, du plagiat, que ce soit manipulation d'images, de graphiques, manipulation au niveau des affiliations. Bref, il y a plein de raisons de rétractation. Alors que quand on regarde il y a une dizaine d'années, on était autour de 1000, 1500. D'accord? Donc on a fait un x10 en à peu près 10 ans. Et là où c'est problématique, bon, j'ai listé quelques mauvais impacts ou impacts négatifs, les politiques publiques, euh, gaspillage de ressources, mais aussi la confiance, et ça on l'entend de plus en plus. Par exemple, vous allez entendre des gens dire fake science, comme on dit fake news, etc. Donc là, clairement, on a des questions qui se posent au niveau de l'intégrité de la recherche et de la confiance que le public accorde aux travaux des chercheurs. Alors, les rétractations, bon, 2023, par là, on sait qu'il y a de plus en plus d'IA, etc. Donc, je pense que ça a un lien assez important. Mais on a aussi quelques points que j'ai envie de parcourir avec vous ici. L'idée, c'est de sensibiliser un petit peu tout le public de recherche aux autres problèmes qui menacent l'intégrité de la recherche. Il n'y a pas que les rétractations. On a aussi, ce qu'on constate, c'est une augmentation de nouveaux types de fraude, vraiment des comportements frauduleux, abusifs, qui entraînent une augmentation des rétractations d'articles. Alors, on a tous entendu parler des éditeurs prédateurs, les journaux prédateurs, mais on a d'autres types de comportements. Par exemple, ce qu'on appelle le découpage de salami ou le salami slicing, c'est on fait une analyse, d'accord, et on récolte beaucoup de données. Et on se dit, il y a peut-être moyen de découper ces données-là pour en faire plusieurs études et donc plusieurs publications. Euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle découpage salami, répartition des données d'une même étude entre plusieurs articles. Ensuite, on a l'autocitation inappropriée. Le mot-clé ici, c'est l'adjectif inapproprié. L'idée, c'est que on va s'autociter pour essayer de gonfler le nombre de citations et surtout quand ces citations-là sont complètement erronées. Et quand on parle d'autocitation, ce qu'il faut garder en tête, c'est pas qu'au niveau de l'auteur, c'est-à-dire que moi, je publie un autre article qui cite un de mes articles précédents. Ça peut être une autocitation au niveau d'une institution ou même au niveau d'un département, c'est-à-dire que quelqu'un de l'université, je sais pas moi, Qader Riad à Marrakech, qui cite quelqu'un d'autre de la même université. Pour l'université, c'est une autocitation. Ou quelqu'un de, je sais pas, l'université Mohamed Ier Oujda qui cite quelqu'un d'autre de l'université Mohamed Rami Sarbat. Donc ça, c'est une autocitation pour le pays. D'accord? Une université marocaine qui cite quelqu'un d'une université, d'une autre institution marocaine. Pour le pays, c'est une autocitation. Donc on a les autocitations à différents niveaux. Euh, on a aussi les autocitations au niveau de la revue. C'est-à-dire que je veux publier dans un journal et pour faire plaisir au journal, qu'est-ce que je fais? Je vais citer des articles qui ont été déjà publiés dans le journal. Pour le journal, ça va devenir une autocitation. Même si c'est pas vous qui vous citez vous-même. Ensuite, on a ce qu'on appelle les cercles de citation. Donc ça, c'est un petit peu les groupes de citation entre plusieurs parties. Je te cite, lui, tu cites quelqu'un d'autre qui lui-même me cite. Donc on s'échange un petit peu les citations comme ça. Ensuite, on a ce qu'on appelle les citations coercitives. Donc ça, c'est des citations forcées. Ça, on le voit typiquement quand on a des examinateurs qui vont vous, vous forcer, limite vous forcer à citer ou suggérer
des références, surtout quand ces références-là ont rien à voir avec votre étude. Ensuite, on a 2 types de marchés. On a les marchés de citation, marché d'auteur. On peut acheter et vendre des citations et on peut, acheter et vendre aussi, participation dans des publications. OK. Par exemple, moi, je prépare un manuscrit et avant de le soumettre, je vais sur internet et je dis: «Voilà, je suis prêt à vous ajouter en tant que premier, en tant que deuxième, troisième, dernier auteur et cetera, en échange d'une, contrepartie, financière». Ensuite, on a les unes de papier. Donc là, c'est typiquement, on produit des papiers de manière automatique pour, vendre des papiers. On peut même vendre des rapports, des évaluations, ou des comités de lecture, on va dire. Et enfin, journaux piratés. Donc là, c'est typiquement une copie conforme de, d'un journal, d'accord, mais qui est hébergé sur un autre site, et sur un site, qui est pas du tout le site de l'éditeur, original. Alors chez Clarivate, vous vous rappelez, dans le premier module, j'avais parlé du processus de sélection. L'idée, c'est d'éviter, tous les journaux qui prennent part à ces différentes pratiques. Euh, et donc, ce qu'on va faire, par exemple, on va faire en sorte qu'on va sélectionner du contenu de qualité, euh, une indexation méticuleuse pour avoir une base de données sur laquelle on peut s'appuyer pour faire des analyses, et aussi des experts qui vont fournir des indicateurs, fiables. Euh, alors, le Journal Search Reports, parce que c'est l'idée de ce module aujourd'hui, c'est de vous donner accès à une base où vous pouvez évaluer donc les principales revues mondiales. Donc, on parle de journaux de qualité qui ont un certain niveau d'impact. Et l'idée, c'est d'utiliser, des informations transparentes et indépendantes des éditeurs. Donc ça, c'est une petite copie d'écran. Ici, on va avoir, par exemple, la tendance du facteur d'impact, mais aussi la tendance du percentile, donc du classement normalisé d'un journal dans une catégorie. Voilà, et l'idée, c'est d'étudier le profil, encore une fois, le profil d'un journal, le profil dans son ensemble. Ça, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir, tout à l'heure. Alors, selectivity en anglais ou sélectivité ici, l'idée rapidement, liste de revues fiables dans toutes les disciplines. C'est le même niveau de qualité. Ce qui va différencier certains journaux, c'est le niveau de l'impact. Mais la qualité est la même. Le niveau de qualité est la même. Je vais revenir là-dessus parce que on a souvent une mauvaise utilisation de ces indicateurs, des fois des abus de langage, où on va dire un journal Q1 est meilleur qu'un journal Q2. Alors, des fois, on entend des chercheurs dire ça. C'est le même niveau de qualité, c'est l'impact qui est différent. Je vais revenir sur la définition. Qu'est-ce qu'on entend par Q1, Q2, Q3, Q4? La fiabilité, c'est important dans le sens où là, on va utiliser des indicateurs pertinents pour essayer d'analyser au mieux les profils des journaux. Et ce qu'on fait aussi, c'est que nous, on va surveiller un petit peu les comportements des journaux et dès qu'on voit qu'il y a un taux d'autocitation extrêmement élevé, on va, ou excessif, on va agir et donc supprimer le facteur d'impact pour ces journaux. L'autocitation, elle est pas anormale, elle est tout à fait naturelle. C'est quand ça devient excessif que ça devient problématique. Alors, vous allez voir aussi les relations entre citation d'articles, citation de revues. Donc ça, vous l'avez aussi au niveau des rapports des journaux. Et je pense que le point le plus important aujourd'hui, c'est que quand on regarde un profil, vous allez avoir différentes vues, différentes perspectives d'impact. On entend souvent les chercheurs, des fois les très jeunes chercheurs, vont dire voilà, là, le facteur d'impact est de temps. On le voit beaucoup hein, sur les réseaux. J'ai le plaisir d'annoncer que notre papier a été accepté dans le journal Facteur d'impact 6. Mais en vérité, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est plus important, c'est d'étudier le profil du journal. 6 dans un domaine, ça peut être très élevé, comme ça peut être très faible. D'accord? Donc c'est là où on va utiliser des indicateurs un peu plus précis.
OK. Donc, voilà, donc on va avoir l'idée, c'est d'avoir une image plus globale de chaque revue. Alors, l'idée aussi, c'est aussi la philosophie chez Clarivate, on parle de profil et pas que de metrics. On a un rapport qui date, janvier 2019, qui s'appelle Profiles Not Metrics, vous pouvez le lire. On parle de profil d'entité et pas que de métriques. Or, que ce soit le profil d'un chercheur, le profil d'une institution, le profil d'un pays, le profil d'un journal. Aujourd'hui, on va parler des journaux scientifiques. Donc ça, c'est le premier rapport que je vous encourage à lire. Mais le deuxième rapport qui est un peu plus récent, l'idée ici, c'est que les métriques, c'est intéressant, mais les visualisations, des fois, sont plus précises. Elles vont fournir des informations beaucoup plus riches, beaucoup plus précises. Alors, une citation très importante du euh, fondateur du Web of Science, mais aussi du créateur du Journal of Such Reports et du facteur d'impact, Dr. Eugene Garfield, il y a une vingtaine d'années déjà, il disait que le facteur d'impact doit être utilisé avec un examen par les pairs éclairés et non comme un substitut à celui-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, et c'est ce qu'on constate souvent, c'est que, et c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon exemple, vous allez avoir des chercheurs qui vont dire j'ai publié dans un journal qui a un facteur d'impact de temps, donc je suis un bon chercheur ou donc ma publication est excellente. Et donc là, clairement, ça peut être faux, c'est pas assez précis parce que vous utilisez un indicateur de journal pour évaluer un chercheur ou un indicateur de journal pour évaluer une publication. Donc là, c'est clairement problématique. C'est pour ça qu'on parle aussi d'examen par les pairs. Il faudrait lire l'étude, voir est-ce que ce qui a été fait déjà, c'est solide d'un point de vue scientifique, d'un point de vue méthode, d'un point de vue rigueur, d'un point de vue intérêt, contribution, etc. Mais on a d'autres indicateurs, donc ça sera le dernier module, module 5, prochainement sur l'utilisation des insights, qui fournit des indicateurs de chercheurs et qui fournit des indicateurs de publication. Okay. Aujourd'hui, on va parler que des journaux. On parle pas, on ne fait pas des inférences, on ne fait pas des conclusions sur les personnes qui ont publié dans les journaux ou les sujets qui ont été abordés dans les journaux. Okay. Donc ici, ce que je vais vous montrer, c'est une capture d'écran d'un profil, d'un exemple de profil, où on a une vue complète des performances d'un journal. Donc vous allez voir les tendances du facteur d'impact et des statistiques descriptives en libre accès, les informations sur les contributeurs. Par exemple ici, donc c'est un peu petit, mais on a les institutions, les pays qui ont contribué dans un journal, les statistiques en termes d'accès ouvert. Vous voyez qu'il y a vraiment différentes perspectives. Le classement de la revue, le quartile, quartile, le réseau de citations et les publications qui ont contribué au facteur d'impact. Donc voilà, c'est vraiment un panorama complet de toutes les différentes perspectives, les différentes caractéristiques d'un journal. Ce que je vais vous montrer ici, ça doit normalement retenir votre attention, ça c'est ce qu'on appelle une distribution de citation. Donc ça, c'est typiquement la forme d'une distribution de citation au niveau d'un journal. Bon, le graphique n'est pas très compliqué. On compte le nombre de publications selon le nombre de citations. Par exemple, ici, on voit qu'il y a pas mal de publications qui n'ont été citées qu'une seule fois et aussi pas mal de publications qui ont été citées plus de 50 fois. Ok. Et on voit la médiane pour le nombre de citations pour ce qu'on appelle les reviews, les synthèses de littérature, et en violet, la médiane pour les articles. Ok. Donc déjà, là, on voit plusieurs choses. C'est que si on prend les éléments publiés dans un journal et on regarde combien de fois ils ont été cités et on compte le nombre de publications par nombre de citations, on voit clairement qu'il y a déjà une certaine forme de distribution qui se dessine ici. Et on voit que la médiane pour les reviews, c'est pas du tout la même que pour les articles. Okay.
Alors ça, c'est l'exemple, c'est pour un journal en particulier. Et je vais vous montrer comment on peut voir ça pour chacun des journaux dans votre discipline. Ensuite, et d'ailleurs on le voit ici, on a différents types de publications. Donc en gris clair, c'est les articles. Ensuite, on a en gris foncé les reviews. Et en bleu, c'est les autres types de publications dans les journaux. Ok. Alors, ça, c'est les formules du facteur d'impact. En gros, on divise le nombre de citations par le nombre de publications des années précédentes. Donc, par exemple, pour jusqu'en 2023, ce qu'on faisait pour calculer le facteur d'impact d'un journal en 2023, on regarde combien de fois les publications de 2021 et 2022 ont été citées en moyenne en 2023. Okay. On a un autre indicateur qui est normalisé, donc là, on a une distinction entre, je vais revenir sur cet indicateur qui est assez intéressant, qui prend une période un peu plus longue et on normalise par discipline. Je vais revenir tout à l'heure, c'est un indicateur qui est un peu plus complexe, mais qui est plus précis dans le sens où on compare le nombre de citations moyens avec ce qui se passe dans la discipline. Alors ça, c'était jusqu'à l'année dernière. En 2025, on a introduit ce qu'on appelle une politique de rétractation. Qu'est-ce qu'on va faire? Vu que les rétractations, il y en a de plus en plus et les rétractations posent problème, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à jour la formule du facteur d'impact. Au lieu de prendre toutes les citations, on va exclure les citations de publications rétractées, c'est-à-dire une publication a été rétractée, cite un article du journal en question, on ne compte pas cette citation. Et si dans le journal qui nous intéresse, pour lequel on regarde le facteur d'impact, il y a eu des rétractations, on va exclure les citations reçues par ces rétractations. Donc en gros, le dénominateur ne change pas, mais le numérateur va être potentiellement réduit selon les journaux en excluant les citations qui proviennent de rétractations ou les citations reçues par les rétractations. Je vous donne un exemple. Alors, il y en a pour lesquels ça ne change pas grand-chose. Par exemple, ce journal-là, il a reçu 4810 citations, mais il y en a 4 qui provenaient ou qui 2 citations d'une publication rétractée et 2 citations d'une publication de 2004 vers des articles de revue rétractés. D'accord? Donc, c'est les rétractations dans les deux sens. Dans ce journal-là, il y a eu des citations vers des rétractations de ce journal, donc on les enlève, et il y a des citations qui proviennent de rétractations. Donc 2 plus 2, on enlève 4. Bon, le facteur d'impact ne change pas ici, puisqu'on est sur on est sur une seule décimale. Si on fait 4806 divisé par 1015 ou 4810 divisé par 1015, et sur une décimale, l'impact ne change pas. On va avoir des différences sur, par exemple, ce journal avait 10 citations, mais il y en a 2 qui ont été exclues. On fait 10 divisé par 10, 1. Ça, c'est l'ancienne formule. Mais avec la nouvelle formule, on a 10 moins 2, donc 8. 8 divisé par 10. Okay. Alors, quelques statistiques aussi. Vous verrez, on a des nouveaux journaux. On en a 618 qui ont eu leur premier facteur d'impact. Donc, ça change chaque année. On a toujours des nouveaux journaux qui sont indexés, qui ont leur facteur d'impact pour la première fois. Mais aussi, on a des journaux qui ont vu leur Journal Impact Factor, donc le GIF, facteur d'impact, supprimé. Parce que, je vais vous expliquer, je vais vous donner les différentes raisons, mais c'est soit un taux d'autocitation excessif, soit ce qu'on appelle citation stacking. Citation stacking, c'est un cumul de citations reçues par un petit nombre de journaux. D'ailleurs, cette liste est publique, vous pouvez la trouver sur Internet pour voir quels sont les journaux qui ont vu leur Journal Impact Factor supprimé. Alors, très rapidement, ensuite, je vais passer sur la plateforme, sur l'intégration de données. Vous allez voir que les données du facteur d'impact ou Journal Citation Reports, on les retrouve dans le Web of Science. Au niveau d'une publication, ça, on peut le voir. On le retrouve aussi dans ProQuest. Et pour les bibliothécaires qui utilisent Alma, on retrouve aussi les données dans Alma. Il y a autre chose, c'est qu'on a une API
qui existent. Donc, il y a la possibilité de récupérer les données, les profils d'un journal de manière informatique, de manière automatisée avec des scripts au lieu de passer par l'interface. En gros, c'est ça que ça veut dire. Ce que je vais faire maintenant, euh, avant de passer aux questions, on va passer sur la plateforme. OK. Donc, très rapidement, dans le Web of Science, si je fais une recherche sur un mot-clé, je vais chercher sur Social Science, par exemple. Je regarde ce journal-là, je peux cliquer sur le nom du journal et j'ai le facteur d'impact et j'ai aussi le Journal Saturation Indicator. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure sur la définition de ces indicateurs. Il se trouve que ce journal publie dans 2 catégories, donc il a 2 classements et potentiellement 2 quartiles différents. Alors pour ce journal, il n'a qu'un seul quartile, c'est Q1, peu importe la discipline qui nous intéresse. Alors je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc ça, c'est un exemple de où on trouve ces journaux, ces données du Journal Citation Reports dans le Web of Science. Si je mets Journal Citation Reports, Citation Reports, Suppressed Title ou Title Suppression, donc ça c'est une liste publique. Je vais vous montrer, donc ça c'est les journaux pour lesquels on a enlevé le facteur d'impact et on vous donne la raison. Donc ça, c'est parce que ce journal-là, le taux d'autocitation était trop élevé. Stacking, je vous l'expliquais, c'est quand on a une réception de citations d'un petit nombre de journaux. Ok. Donc là, par exemple, ici, on voit ce journal-là, le pourcentage d'autocitation, il était de 75%. C'est-à-dire que ce journal-là, si on a 100 citations, ce journal, il a reçu 100 citations, il y en a 75 qui provenaient du journal lui-même. Okay. Et l'impact sur le classement, c'est que ça a vraiment modifié le classement dans la catégorie de 29%. Et il y en a pour qui c'est vraiment excessif. Par exemple, celui-là, 87% des citations proviennent du journal lui-même. Celui-là, c'est 92%, quasiment la totalité des citations. Ensuite, on a citation stacking. Par exemple, on a un journal receveur et un journal donneur ou donateur de citations. Okay. Et donc, on le voit qu'il y a clairement des échanges de citations. OK. Alors, ce que je veux vous montrer ici, par exemple, c'est que dans l'utilisation de Journal Citation Reports, donc Touria, tout à l'heure en introduction, l'a mentionné, vous avez accès aux différentes ressources au Maroc via ressources, via le CNRST. Dans l'accès, une fois que vous accédez au Web of Science, vous pouvez créer un compte, vous pouvez accéder au Journal Citation Reports. Et l'idée, c'est d'explorer un petit peu la base. Alors, soit on connaît déjà un journal qui nous intéresse, on a déjà le nom, soit le nom, soit l'abréviation, soit même l'ASSN. L'ASSN, c'est un identifiant unique d'un journal, ou on peut explorer par discipline. On peut même explorer par édition, maison d'édition, l'éditeur, pardon, donc Springer, Elsevier, Taylor Francis, etc. Et on peut même regarder les journaux indexés par pays. OK. Alors moi, par exemple, je vais prendre un journal que tout le monde connaît, Science. Il y a un seul journal qui s'appelle Science. OK, c'est celui-ci. Quand je clique ici, ça m'ouvre la page de ce journal. OK, c'est le profil de ce journal. Alors, première chose, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que le Journal Citation Reports, il est édité, il est publié une fois par an et il est mis à jour une fois par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vers la fin juin, début juillet, en 2025, on a publié l'édition 2024. Et généralement, vers fin octobre, début novembre, on met à jour le Journal Citation Reports parce qu'il y a des journaux pour lesquels on reçoit des fois des publications un peu tardivement. Donc, on va mettre à jour le Journal Citation Reports. Okay. Alors déjà, c'est de quelle année on parle?
parce que Science, il a un facteur d'impact depuis plusieurs années. Donc, quelle est l'année qui nous intéresse? Donc là, on va regarder la plus récente. Donc là, vous avez compris, l'édition de 2025 sera publiée en 2026, fin juin, début juillet 2026. Pourquoi? Parce qu'on attend que l'année soit terminée. Ensuite, on attend vers la fin mars. Ensuite, on a une date charnière où on décide, voilà, l'année est terminée et là, on commence à calculer ces rapports. Ensuite, on a le profil. Donc, qu'est-ce que c'est que Science? Science, c'est un journal multidisciplinaire qui est publié en anglais aux États-Unis et qui publie 51 numéros par an. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quasiment un numéro par semaine. Ensuite, on s'intéresse à la performance du journal. Performance du journal, on a différents indicateurs. On a le facteur d'impact. Alors, pour le facteur d'impact, vous allez avoir une petite définition ici. OK. Vous pouvez aller plus loin sur la définition, mais je l'ai expliqué dans la présentation. Le dernier facteur d'impact, ou le facteur d'impact le plus récent pour ce journal, il est de 45,8. On peut voir le calcul. Le calcul, il est simple, c'est une division, c'est une moyenne de citations par nombre de publications. OK. Donc, on prend pour les publications de 2021, 22 et 2023, on prend les publications de 2 années précédentes. Donc, pour l'édition de 2024, on va prendre 2022-2023. On va regarder combien de fois le journal a été cité dans son ensemble en 2024. Donc, il a été cité, il a reçu 64 000 citations et on divise par le nombre de ce qu'on appelle citable items. C'est les articles et les synthèses littérature, articles and reviews. Et on a 1400. On fait le calcul, on arrive à 45,8. OK. Ce qu'on fait aussi, c'est que on a un autre facteur d'impact qui est un peu plus précis, c'est sans les autocitations. La formule est la même, sauf que on va exclure les autocitations qui proviennent, c'est-à-dire les citations qui proviennent de Science. Donc, c'est le même numérateur à la base, 64 229, mais on va exclure les autocitations de Science, c'est-à-dire les citations reçues par Science pour les publications qui étaient publiées elles-mêmes dans Science. Donc, on a 626. Et vous voyez, si vous faites 626 divisé par 64 000, on est à un taux d'autocitation relativement faible. Chez Clarivate, on estime que jusqu'à 15-20% d'autocitation, ça reste convenable, ça reste naturel. Au-delà, ça commence à être un petit peu douteux. Vraiment, le mot-clé, c'est autocitation excessive. Donc là, on le voit, le facteur d'impact, avec ou sans autocitation, il ne bouge pas beaucoup, il ne change pas énormément. D'accord? Sur la droite, ici, vous allez avoir les publications qui ont contribué au facteur d'impact, ce qu'on appelle citable items, donc les articles et les reviews. Vous voyez que ça, c'est une moyenne du journal, 45. C'est comme une classe. Une moyenne de la classe, ça ne veut pas dire que tout le monde a eu la moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui ont eu plus. Par exemple, cette publication, elle a été citée 935 fois. Mais il y en a qui ont eu bien moins. Donc là, je pourrais descendre et vous montrer qu'il y a plein de publications qui ont été publiées dans Science, mais qui ont été citées moins de la moyenne. OK? Je pourrais exporter ça. Donc voilà, il y en a un paquet. Hein. On ne va pas faire toutes les publications. Et je peux même aller les voir dans le Web of Science. Ici. Je peux voir toute la liste en question. Et je pourrais vous montrer, par exemple, pour les citations, voilà, il y a des publications qui datent de 2023 qui n'ont toujours pas été citées. Vous voyez? Ou qui ont été citées que peu de fois par rapport au facteur d'impact. Donc ça, c'est important. Là, on va regarder au niveau des publications. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a ce graphique où on a 2 axes. On va représenter 2 choses ici. La tendance du facteur d'impact. Donc là, il était de 47 en 2020, il est monté à 63 en 2021, 56 en 2022, 44 en 2023 et 45 et quelques en 2024. Ce qui est plus intéressant, c'est le classement de la revue. Si on devait classer Science sur le facteur d'impact avec des journaux similaires, c'est-à-dire en sciences multidisciplinaires, ça serait quoi son classement? Et on normalise ça, on calcule ça sur un percentile, donc de 0 à 100. Et là, on voit que peu importe la tendance, Science, il est
toujours dans le 98e ou 99e percentile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, en, euh, en 2024, Science est plus influent que 98,2% des journaux multidisciplinaires, c'est-à-dire journaux de la même discipline. Comment je le vois? Je peux descendre ici. Donc, on a un classement. Voilà, avec ce facteur d'impact de 45,8, Science est classé 3e sur 136. Si on fait un calcul 3 divisé par 136, on va avoir un score. Et ce score-là, quand il est entre 0 et 0,25, on va avoir un quartile, Q1, Q2, Q3 et Q4. C'est comme ça qu'on calcule les quartiles. De 0 à 0,25, ensuite 0,25 à 0,5, 0,5 à 0,75 et 0,75 à 1. Pourquoi il y a une petite différence ici? C'est qu'à partir de 2023, en fait, à l'époque, on avait un classement pour Science Citation Index Expanded, on avait un classement par collection, mais ensuite on a donc Science Citation Index Expanded, mais aussi Emerging Source Citation Index. Donc on avait sciences multidisciplinaires sur 2 collections. À partir de 2023, on n'a plus qu'un seul classement. C'était dans la diapo sur l'évolution de Journal Reports. J'ai été un petit peu rapide sur cette diapo tout à l'heure, mais en 2023, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fusionné les classements. Bon, là, il se trouve que Science est dans la même catégorie, mais vous voyez qu'on a plus de journaux. 73 et là 134, c'est parce qu'on a récupéré les journaux qui proviennent de Emerging Source Citation Index. Ensuite, j'ai vu une question dans le chat à ce sujet. On a un autre indicateur qui, lui, est normalisé. C'est le Journal Citation Indicator. C'est quoi la différence entre un indicateur normalisé ou pas? Donc ça, 45.8, c'est une formule brute. Okay, il faut aller plus loin, voir ce qui se fait dans la discipline pour se faire une idée de 45.8, est-ce que c'est élevé ou pas? Journal Citation Indicator, c'est un indicateur normalisé. Donc là, vous avez la définition. Ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a un exemple. Dans une discipline, la moyenne, c'est 1. Un journal qui a un JCI ou JCI, Journal Citation Indicator, de 1.5, ce journal-là reçoit 50% plus d'impact de citation que la moyenne dans cette discipline. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Science, quand on compare aux journaux dans la discipline, il reçoit, donc si on fait 9.02 moins 1, donc ça fait 8.02, ce journal, Science, reçoit 802%, 802% plus d'impact de citation que la moyenne quand on compare Science avec les journaux en sciences multidisciplinaires. Donc là, quand vous dites j'ai publié dans un journal qui a un JCI de 3 ou de 4 ou de 2 ou de 1.5, on sait que la moyenne c'est 1. Donc on sait que vous êtes bien au-delà, au-dessus de la moyenne mondiale. Alors que si vous me dites j'ai publié dans un journal facteur d'impact de 3, moi, ma question suivante, ça va être déjà c'est quelle année, ensuite c'est quelle discipline et c'est quoi le classement? Est-ce que 3 c'est élevé ou pas? Est-ce que vous êtes plutôt dans le top et ainsi de suite. Donc ça c'est la performance du journal dans lequel vous avez publié. Ok. Bon, on a d'autres informations qui sont aussi très riches. Vous le voyez, donc là je l'ai mentionné tout à l'heure, on a 405 publications dans Science qui ont été citées qu'une seule fois. Des publications de 2022 et 2023 qui ont été citées qu'une seule fois en 2024. Et à l'opposé, vous avez aussi un nombre conséquent de publications. Donc on fait 255 plus 40 plus 11. On est à 306 publications qui ont été citées plus de 50 fois. C'est ça que ça veut dire. Vous avez beaucoup de publications qui ont été citées beaucoup de fois, mais aussi vous avez beaucoup de publications qui ont été citées qu'une seule fois. Alors, il y a aussi une distinction entre les articles en gris et les reviews en gris foncé. Alors, j'ai l'impression que les reviews dans Science, c'est pas trop le truc, c'est plutôt les articles. Et après, on a Other, donc c'est les autres types de publications. Ça peut être des éditos, ça peut être des lettres, ça peut être pas mal de choses, des commentaires. Et ensuite, vous voyez la moyenne.
des citations reçues par les articles en violet et la moyenne ou la médiane des citations reçues par les reviews. Donc typiquement dans Science, les reviews sont cités plus de fois que les articles. OK? Sur la même période, bien sûr. Ensuite, on a l'accès ouvert. Donc là, clairement, Science, c'est un journal qui publie pas beaucoup en accès ouvert. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelques publications, 2,65%. Donc il y a peut-être l'option pour publier en accès ouvert. Ensuite, vous avez les classements. Donc ça, je l'ai déjà parcouru. Vous avez le classement par facteur d'impact. Donc vous avez un quartile. Donc ce journal est Q1 selon son facteur d'impact, mais il est aussi Q1 selon Journal Satisfaction Indicator. Donc ça, c'est aussi des fois, c'est pas assez précis quand on voit des gens dire, voilà, ce journal, il est Q1. Q1 selon quel indicateur? Est-ce que c'est le facteur d'impact dont on parle ou est-ce que c'est le Journal Satisfaction Indicator? Parce qu'on peut avoir différents quartiles ici. Ensuite, on a les informations sur réseau de citation, sur ce qu'on appelle Half-Life Citation. Et aussi, on a ici, par exemple, le réseau des citations. Alors ça, c'est intéressant quand on veut trouver des journaux. Par exemple, on trouve un journal qui est intéressant et on se dit, bon, finalement, ce journal ne m'intéresse pas, mais moi, je veux regarder, est-ce que ce journal a des relations avec d'autres journaux, d'un point de vue citation et référence. Donc, on a Nature, Communication, etc., qui citent, donc ça, c'est les 20 journaux qui citent le plus Science. Donc ça, typiquement, c'est d'autres journaux qui pourraient vous intéresser. Là, on voit Nature, Communication, Physics Review B, Nature, et ainsi de suite. Et on a aussi, ça c'est l'autre côté de l'histoire, c'est quels sont les journaux, les 20 journaux les plus cités par les auteurs qui publient dans Science. Alors on retrouve Science, mais on retrouve aussi que les auteurs chez Science citent des publications qui ont été publiées dans Nature, Nature Communication, Cell et ainsi de suite. Alors, donc là, vous avez quelques statistiques sur qu'est-ce qu'on a pris en compte pour calculer ces différentes statistiques. Là, on le voit sur ce qu'on appelle les citable items. Dans Science, pour cette année-là, on a 768 articles contre 32 reviews ou synthèses de littérature. OK. Ensuite, on a les contributions. Là, on publie le plus dans ce journal. Donc là, on l'a au niveau des institutions. Pas mal d'institutions américaines. Ensuite, ici, allemande, suisse, britannique. Et après, on a la contribution au niveau des pays. Après, on a d'autres indicateurs qui sont un peu plus complexes, j'ai envie de dire, et qui vont vous donner une autre idée de enfin, certaines perspectives ou certaines caractéristiques de ce journal. Je vais prendre celui-ci, par exemple. C'est facteur d'impact, c'est la même formule, sauf qu'au lieu de prendre les années précédentes, les 2 années précédentes, on va regarder 5 années. D'accord? Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, on prenait pour 2024, pour le facteur d'impact, on prend que 2022-2023. Le 5-year impact factor, donc le facteur d'impact sur 5 ans, on va prendre 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Donc ça fait 5 années de publication. OK. Ensuite, on a des indicateurs pour explorer je vais vous montrer comment accéder aux définitions de ces indicateurs. On a le MDC Index. Encore une fois, c'est la même formule, mais c'est la période qui change. Et là, on va regarder les citations reçues en 2024 pour les publications de 2024. D'accord? Donc là, on regarde plus 2022, 2023. Pour le 5-year, donc le facteur d'impact sur 5 ans, on allait jusqu'à 2019. Là, on regarde les publications de 2024 en moyenne, combien de fois elles ont été citées en 2024. Et donc ça vous donne un indicateur de vitesse, c'est-à-dire de vitesse de citation. Est-ce que, quand je le publie dans ce journal, en moyenne, est-ce que je reçois plus de citations plus rapidement, des citations plus rapidement que si j'avais publié dans un autre journal? OK. Alors, si vous allez ici, vous cliquez sur le point d'interrogation ici, là, vous allez avoir quelques ressources pour commencer. On a
Les mises à jour, donc vous avez vu ici, ça c'est les différentes mises à jour qui ont été effectuées sur la plateforme. Et je peux vous montrer donc ici, pardon, si je vais sur Training Support et je vais Help and Training Portal, donc sur le portail ici, vous allez avoir, si je mets Glossary pour le glossaire, vous allez avoir là chaque définition de tous les indicateurs que vous avez. OK? Par exemple, si je vais sur J pour Journal Citation Indicator, vous allez avoir l'explication. Ensuite, vous avez le quartile. Donc, vous avez vu tout à l'heure, si on fait 3 sur Science, si je prends le classement, donc il était classé, Science est classé 3e sur 130 et quelques. Donc, entre 0 et 0,25, ça nous donne un quartile de Q1 et ainsi de suite. OK. Et la même chose, Journal Impact Factor, vous allez avoir la définition et de nouveau le quartile. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir une définition de chaque indicateur. Voilà, donc là, par exemple, c'est ça. Donc, le Immediacy Index indique, en gros, comment les articles dans un journal sont cités, mais comment est-ce qu'ils sont? Est-ce que c'est plus rapide ou pas que dans d'autres journaux? Alors, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est que le temps file. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est que là, dès le départ, moi, j'avais déjà le journal en tête. OK. Quand on ne connaît pas, on peut explorer et comparer les journaux par catégorie. Alors, on a 254 catégories qui sont groupées par grande discipline ou domaine, j'ai envie de dire. Donc, si je prends par exemple l'ingénierie, j'en prends un au hasard. Si je prends, je ne sais pas moi, euh, l'ingénierie maritime. OK. Journal Search Reports me dit qu'il y a 25 journaux euh, indexés dans Web of Science qui ont facteur d'impact. Là, j'ai la discipline et je vais avoir la liste des 25 journaux. Alors, par exemple, dans cette discipline, ce n'est pas du tout mon domaine, 11,8, c'est le facteur d'impact le plus élevé. Et ensuite, vous voyez que ça descend très vite. 5,5, 5,1, 4, 4,4, etc. Et après, vous voyez, hein, ça descend, mais très, très vite. Voilà, 1,8, 1,5, 1 et 0,2. Et souvent, des fois, on va voir, des fois, au niveau du classement, ça ne joue à pas grand-chose. Par exemple, 1,8, 1,5, celui-là, il est Q2 et Q3. Et quelqu'un va dire, ah, ce journal, comme il est Q2, il est mieux que celui-là. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ils ont le même niveau de qualité. C'est que dans leur ensemble, ce journal-là, dans son ensemble, il est plus influent. Il reçoit plus d'impact, impact de citation, que celui-là. Mais la qualité est la même. Donc là, je pourrais prendre, je sais pas moi, une sélection de jusqu'à 4 journaux. 4 journaux et je peux les comparer. OK. Et donc là, je vais avoir tous les indicateurs pour chacun de ces journaux-là. Et là, on voit qu'il y a des journaux, par exemple l'ingénierie des océans, c'est un journal qui est classé dans différentes disciplines. Alors que celui-là, on est vraiment que dans l'ingénierie maritime. OK. Alors là, on va voir, par exemple, un en Chine, 3 en Angleterre. Là, on publie qu'en anglais. Celui-là, il publie en plusieurs langues. On a la tendance du facteur d'impact. On a les classements. D'accord. Donc là, ça nous donne une indication. Moi, clairement, si le Open Access c'est quelque chose, donc là, clairement, son journal, c'est un Gold Open Access. Tout est publié en accès ouvert. Cela semblerait proposer l'option de publier en accès ouvert. Alors, ici, je pourrais explorer par catégorie, mais je peux venir ici et dire, là, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'ingénierie industrielle. Donc là, je vois qu'il y a des journaux qui s'appellent Industrial quelque chose, et j'ai 2 catégories qui sont relatives aux sciences industrielles. Et on a même des éditeurs qui s'appellent Industrial quelque chose. On va regarder par exemple pour le Maroc. Pour le Maroc, on a
3 journaux qui ont un facteur d'impact et qui ont donc des profils. Donc là, on le voit. Donc si je prends celui-ci, celui qui a le facteur d'impact le plus élevé, 2,9. C'est un journal Q2, c'est un journal en chimie. Et donc là, je peux aller voir le profil et là, je vais avoir la carte d'identité du journal. C'est en chimie multidisciplinaire. Il est publié par l'Université de Mohamed Ier à Oujda. 4 numéros par an, donc un numéro trimestriel, et ainsi de suite. Et on voit donc la tendance, ok, de ce journal d'un point de vue facteur d'impact. Ok. On voit ici la distribution. Donc on a des publications il y a un article ici qui a été cité plus de 19 fois. Ok. Donc là, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on verra ça dans le dernier module, très prochainement, module 5. Cet article qui a reçu 19 citations, ça serait injuste de lui dire: ah, vu que tu as publié dans Moroccan Journal of Chemistry qui a un facteur d'impact de 2,9, alors on va t'assigner cet indicateur-là. Non, ce qu'il faudrait voir, c'est quelle est la performance de ce journal, de cet article, pardon, publié dans ce journal, si on le compare aux articles similaires dans le journal, dans le même journal, ou si on le compare aux publications similaires dans la même discipline, c'est-à-dire chimie multidisciplinaire. Ok. Donc voilà un petit peu comment on peut utiliser Journal Search Reports. Bien sûr, on peut exporter tout ça, toutes les données qui nous intéressent. Il y a une dernière chose que je vais vous montrer, que j'avais montré il n'y a pas très longtemps lors de la formation sur EndNote. Vous avez la possibilité, donc vous voyez, donc là je repars ici, dans la page d'accueil, vous avez, si vous avez déjà un manuscrit, c'est-à-dire un document qui est déjà prêt à être soumis, vous pouvez utiliser Match My Manuscript. Alors il faut se connecter, mais c'est le même, si vous avez déjà un compte dans Web of Science ou Journal Search Report, c'est le même compte. Donc là je vais me connecter, il va me connecter très rapidement, vous allez voir. Ok, voilà. Tout ce que j'ai à faire là, c'est en gros lui donner un titre de manuscrit et un résumé. Donc, par exemple, on va dire que c'est ça. Je triche un petit peu. C'est pas mon titre, mais il faut juste quelques mots-clés. Voilà. Donc là, on va imaginer que ça, c'est mon titre et mon résumé. Et je vais lui dire de me trouver des journaux qui sont indexés dans le Web of Science déjà. Et ensuite, je vais avoir des informations par rapport au facteur d'impact et ainsi de suite. Donc là, par exemple, ici, ça, c'est un journal qui correspond aux mots-clés que j'ai mis ici. Alors, match score, c'est un score qui est entre 0 et 1. 0,34, voilà, bon, il n'est pas super élevé, mais quand même. Et là, on va avoir le profil de ce journal. Donc là, je vais avoir quelques statistiques. Mais moi, comme j'ai Journal Search Reports, je peux prendre la SSL ou même le nom du journal. Je vais vous montrer. Si je colle l'identifiant, j'ai qu'un seul journal qui a cet identifiant unique. Sinon, ben, je mets le nom Political Geography. Voilà. Je peux chercher par nom aussi. Alors, j'ai fait le tour. Ce que je vais faire maintenant, parce que le temps file, on va répondre un petit peu aux questions. Alors, j'ai vu des questions dans le chat et dans la section questions-réponses. Je vais les reprendre dans l'ordre. OK. OK. Alors, la première question dans le chat, question de Shaima qui demande, après la rédaction d'un article, par exemple article d'état d'art, si on ne reçoit pas un retour d'encadrant, est-ce qu'il y a une autre solution pour l'évaluation de l'article? Est-ce qu'on peut le soumettre nous-mêmes? Oui, bon, alors idéalement, il faudrait voir avec votre encadrant parce que je pense que il ou elle a de l'expérience, donc elle pourrait vous orienter, vous guider. Mais oui, bien sûr, vous pouvez quand même soumettre vous-même. Question de Pierre, oui, vous aurez l'attestation par email. C'est quoi notre question? C'est quoi la différence entre publication et article? Article peut être publié en conférence ou en journal. Ok, alors dans la présentation, j'ai parlé de publication. Une publication, c'est typiquement tout ce qui est publié.
Donc, et dans les publications, il y a différents types de publications. Donc, vous allez avoir articles, reviews, les actes de colloque, conférence, présentation dans une conférence, etc. Donc, dans ma présentation, j'ai parlé de publications, tout ce qui est publié dans un journal. Il y a différents types de publications. Et article, ça va être vraiment contribution originale. Euh, voilà. Un article peut être publié en conférence ou en journal. Alors, souvent, ce qu'on voit, il y a des conférences qui vous permettent de publier, de présenter vos résultats dans une conférence. Et après ça, vous donne l'option de développer un peu plus vos résultats, votre étude, pour que ça devienne un article. Une présentation dans une conférence, typiquement, c'est beaucoup plus court qu'un article. On est limité à 6, 10, 12 pages. Un article, c'est typiquement plus long. Et vous allez avoir donc une présentation dans une conférence qui peut être aussi par la suite publiée dans un journal, à partir du moment où elle a été développée, bien sûr. C'est quoi la différence entre revue et article? Ok, alors dans la présentation, j'ai parlé de journal, donc de journaux scientifiques et de revues. Ça, c'est la même chose. Une revue scientifique, un journal scientifique, des journaux scientifiques, des revues scientifiques, c'est la même chose. Mais dans les articles, on a des types d'articles qu'on appelle reviews en anglais. Donc là, c'est synthèse de la littérature, état de l'art, où on fait en gros une critique de la littérature. C'est un type d'article, c'est un type de publication. On appelle ça review article. Un review article, vous allez rédiger une étude, rédiger une étude, mais l'étude, c'est quoi? C'est l'étude de la littérature. Vous allez faire une synthèse critique de la littérature. Alors qu'un article original, ça va être, vous avez fait une expérimentation, vous avez collecté des données, vous avez une certaine méthode et vous avez trouvé des résultats originaux. Oui, vous aurez la présentation, je vous l'enverrai, vous l'aurez sous format PDF et vous enverrez l'enregistrement aussi ainsi que votre attestation. Ok, avant de choisir un journal, est-ce qu'on ne doit pas chercher déjà la nature des journaux? Par exemple, si mon sujet porte sur les statistiques, je dois chercher les journaux adaptés, convenables. Oui, bien sûr. On en avait parlé lors du premier module. C'était aussi une fonctionnalité du Web of Science, ou en tout cas un cas d'utilisation, c'est étudier votre champ disciplinaire dans le sens où est-ce que je pourrais publier mon par rapport aux études similaires publiées. Et donc là, je vais avoir la visibilité sur ces sources, c'est-à-dire les journaux, les conférences et ainsi de suite. Ok, il y avait une question sur les autocitations. Je pense que j'en avais parlé, alors peut-être que la question a été posée avant. Une autocitation, ça peut être au niveau de l'auteur, je rédige un article et je cite une de mes publications passées. Donc ça, je me suis cité moi-même, donc c'est une autocitation pour moi. Ensuite, on a une autocitation au niveau du journal, c'est-à-dire que je cite une autre publication dans le même journal. Donc mon article a été publié dans le journal A et dans mes références, dans mes citations, je trouve d'autres publications du même journal. Donc ça, pour le journal, c'est des autocitations. Ça peut être au niveau d'une équipe. Je cite mon collègue. Donc l'équipe, elle a reçu des autocitations, c'est-à-dire des citations des membres de l'équipe. Un pays, comme je l'expliquais tout à l'heure, je ne sais plus quel exemple que j'avais pris, un chercheur d'université, Mohamed Ier Aoujda, qui cite un autre chercheur basé au Maroc. Pour le Maroc, c'est une autocitation, parce que la citation ne vient pas de l'extérieur du pays. Et la même chose pour les institutions. Je suis affilié à l'université A et je cite un autre chercheur de l'université A. Donc ça, pour l'université, si je compte les citations reçues par l'université, on va trouver des citations qui proviennent de l'université elle-même. Alors, une autre question, quel sera l'impact de la rétractation d'un article sur la portée scientifique d'une recherche? Alors, j'ai pas très bien compris la question. Alors, typiquement, une rétractation, il y a une information qui est publiée par le journal qui dit, voilà, cette publication pose problème et ils expliquent pourquoi la publication a été retirée. Et nous, on va indexer aussi. On va indexer l'information en disant, voilà, cette publication-là, elle a été retirée. Et c'était aussi ce que j'avais mentionné lors du premier module. Typiquement, ce type de document,
on ne les inclut pas. Il faut les exclure quand on fait une synthèse littérature ou quand on explore un sujet de recherche. Alors, une question, comment connaître les frais de publication dans une revue indexée Web of Science? Alors, ça dépend. Des fois, on a l'information parce que ça dépend des journaux. Si je pars sur Master Journal List, par exemple, ici, si je prends un journal, des fois, vous avez l'information sur Master Journal List. Si je prends peut-être que celle-là, je ne sais pas si l'information est publique ici, mais normalement, vous allez avoir ce qu'on appelle les APCs, donc Article Processing Charges. Non, je ne l'ai pas ici. Mais quand l'information est disponible, vous l'avez au niveau du profil d'un journal. La différence entre le GIF, sinon, pour revenir sur les frais de publication, il suffit d'aller sur le site du journal. Ça, normalement, eux le publient eux-mêmes. Différence entre le GIF et le JCI, donc le Journal Impact Factor et le Journal Citation Indicator. Ça, je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous allez avoir deux indicateurs. Un, c'est une formule brute. Donc, on divise le nombre de citations par le nombre de publications. Et il y en a un, c'est un indicateur normalisé. Okay. C'est-à-dire qu'on va le comparer à la moyenne dans la discipline. Un score normalisé, je vous donne un exemple. Un étudiant qui a eu 15 sur 20 et la moyenne, elle est de 10 dans la classe, son score normalisé, c'est 15 divisé par 10, c'est 1,5. Donc, un journal qui reçoit un nombre moyen de citations, on va regarder le nombre moyen de citations dans la discipline et on divise le nombre de moyens de citations pour ce journal divisé par le nombre moyen de citations dans la discipline. Et on regarde si on est au-dessus de 1 ou pas. Et si oui, de combien? Donc là, on est au-dessus de 1 de 78%. Différence entre Q1, Q2, Q3, Q4, bon, je l'ai expliqué tout à l'heure, je peux le réexpliquer. Là, si on fait 13 divisé par 174, on va avoir un score. S'il est entre 0 et 0,25, c'est un journal Q1, c'est le cas de celui-ci. Si il est entre 0,25 et 0,5, c'est un journal Q2. Entre 0,5 et 0,75, Q3. Et entre 0,75 et 1, c'est un journal Q4. Il faut garder en tête qu'on a un quartile selon le facteur d'impact et on a un quartile selon le JCI. Donc pour être plus précis, il faudrait dire JIF quartile ou JCI quartile. Ok, une question un peu plus précise. Lorsqu'on travaille sur un sujet émergent, quels critères recommandez-vous de prioriser pour sélectionner une revue pertinente? La proximité thématique, le facteur d'impact ou plutôt la visibilité auprès de la communauté scientifique ciblée? J'ai un guide complet que j'avais préparé qui s'appelle Méthode pour identifier le bon journal pour une publication. Alors, je publie ce genre de guide et là, j'explique en détail déjà c'est quoi l'audience du journal, c'est quoi les objectifs du journal. Ensuite, il y a des demandes un peu plus personnelles, publication rapide, bien sûr, journaux avec comité de lecture. Et donc là, c'est des conseils pratiques. Commencez par regarder ce que vous lisez. Vous faites une synthèse de littérature, journaux indexés, donc je parle du manuscript match, profil des journaux, donc j'en parle dans les profils dans leur ensemble, l'accès ouvert si c'est intéressant pour vous, et publication speed, et bien sûr toujours avoir un plan de secours. Alors tous ces guides, je les publie dans ma newsletter. En général, je fais un guide par semaine, et c'est aussi là où j'annonce mes webinaires. Je vais parler du Web of Science, l'expérience de recherche utilisateur dans le Web of Science très prochainement. Il y a un webinaire en anglais la semaine prochaine, le 18, et en français le 20. Donc, vous pourrez vous inscrire et participer à ces webinaires avec attestation et ainsi de suite.
Euh, ok, d'autres questions? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une liste des revues pertinentes pour cette année? Alors, comme je l'ai mentionné, soit vous avez déjà identifié avec le guide que je viens de partager avec vous une liste de journaux et ensuite vous pouvez les étudier ici, explorer les profils, soit vous pouvez commencer au niveau des disciplines dans leur ensemble. Euh, alors, une question très intéressante. Est-ce que le fait qu'un article scientifique publié dans une revue scientifique ne soit cité qu'une seule fois ou jamais cité remet en cause sa scientificité? Non. Et on a même un concept intéressant qui s'appelle, on appelle ça des Sleeping Beauty, un peu comme dans les dessins animés de Disney. Euh, et en gros, on voit qu'il y a des publications qui prennent du temps à être citées ou qui sont citées que quelques fois. Et parce que la science arrive à un certain moment de son développement, boum, et là, la publication reçoit énormément de citations. Je pense par exemple au Covid, coronavirus. Il y avait une publication, il y avait déjà des publications sur le coronavirus, mais il n'y avait pas beaucoup de citations à ce moment-là. La première date des années 60, il me semble. Donc, non, non, ça ne remet pas en cause son caractère scientifique. Euh, alors, merci Kalima et Touria pour les accès, lien de l'IMIS, parfait. L'accès à distance aux ressources, parce qu'il y a quelques questions sur l'accès. Est-ce qu'on peut parler d'un journal impact factor dans les sciences juridiques? Oui, vous allez avoir, si je vais dans Social Sciences, vous allez avoir des journaux dans le domaine du droit, d'accord? Et d'ailleurs, vous en avez beaucoup. 444, c'est énorme. Euh, donc, oui, oui, vous avez des journaux dans le droit qui ont aussi un facteur d'impact. Ok, vous aurez l'enregistrement. Quel est l'élément le plus important, le classement au facteur d'impact? Encore une fois, on parle de profil. Donc, c'est-à-dire que faut regarder l'ensemble des données pour se faire une idée des journaux et pas se focaliser qu'à sur un seul indicateur. Alors, une question sur Emerging Source Citation Index. Petit rappel, dans le Web of Science, on a différentes collections. Dans le Core Collection, on a, je vais vous les montrer tout de suite, dans le Core Collection, on a différentes éditions. Donc, on a les journaux. Donc, en sciences, sciences sociales, sciences artistiques, sciences humaines et les journaux émergents. Je vais revenir là-dessus. Ensuite, on a les conférences et les livres. Donc, conférences en sciences, sciences sociales, les livres en sciences et sciences sociales. Les journaux émergents font partie de Core Collection, mais la raison pour laquelle on les appelle émergents, c'est qu'ils n'ont pas encore le même niveau d'impact que les autres collections. C'est tout, c'est uniquement ça. C'est pour ça qu'on appelle ça un journal émergent. Mais ensuite, euh, c'est le même niveau de qualité. J'ai une demande, comment je peux suivre les autres formations déjà entamées? Alors, j'ai essayé de toutes euh, les répertorier dans mon site. Je vous envoie le lien. Et dans mon site, vous avez la possibilité, je vous l'envoie dans le chat, vous avez la possibilité de visionner les enregistrements. Alors, soit des webinaires publics, des différents modules aussi. Et à partir de là, vous pouvez aussi obtenir une attestation lorsque vous avez terminé de visionner le, le webinaire complet, c'est-à-dire l'enregistrement du webinaire complet. Donc, par exemple, ici, moi, c'était le cas. Euh, ici, je vais voir. Ensuite, j'ai mes attestations qui seront ici, disponibles dans la section certificat. Ok. Donc, si je fais ça sur la vidéo précédente, juste un instant. Voilà, module 3, et j'ai mon attestation. Je peux voir mon attestation. Donc là, je vous l'ai mis dans le chat. Voilà, donc là, vous avez une attestation que vous pouvez télécharger en PDF et ainsi de suite. Euh,
Alors, il y a des questions sur les journaux indexés Scopus, donc je peux pas trop commenter là-dessus. Mais la question est la suivante. C'est un journal qui n'est pas open access, mais qui demande pourtant des frais de publication. Alors ça, c'est étrange. Après acceptation, on m'a informé que mon article serait publié que sur le site qu'en mai 2026. Est-ce que c'est normal? Faut vérifier, faut investiguer et regarder un petit peu est-ce que ce journal est vraiment indexé, est-ce qu'il est sérieux. Euh, Comment trouver des livres, publier des chapitres de livres dans le Web of Science. Ça, je l'ai mentionné lors du premier module. On peut faire une recherche sur un sujet et ensuite explorer par type de publication. Donc ça, on peut le faire aussi. Alors, merci pour les appréciations. Existe-t-il des domaines de spécialisation en philosophie en cinéma? Oui, faut explorer, hein. Il y a plein de... Si je mets... si je mets... On va regarder. C'est vrai que c'est pas des disciplines que j'explore souvent. On a une discipline qui s'appelle philosophie et ensuite on a histoire et philosophie de la science. Alors pour le film, il me semble avoir vu quelque chose par le passé. On a une catégorie qui s'appelle film, radio, télévision. Ok, on va pas confondre avec les films utilisés dans sciences des matériaux. Est-ce qu'un facteur d'impact élevé garantit toujours une meilleure visibilité pour notre article? Non, non, en aucun cas. Euh, et on en parlera lors du dernier module, module 5, très prochainement sur Insights. Oui, alors il y a une question intéressante sur le type de document. Bon, je ne vais pas faire toute la liste, mais il y a plein de types de publications. Euh, des photos, livres publiés, etc. Si je vais dans le Web of Science, très rapidement, je vais vous faire une analyse. Si je prends toutes les années, ou juste depuis 2000 à 2025, tiens, et je fais une analyse de type de publication, je pense que ça va parler à tout le monde maintenant. Euh, Si je mets Document Type, vous allez voir, bon, il y a beaucoup d'articles, mais vous allez retrouver acte de conférence, conference proceeding, abstract, review article. C'est ça que je veux dire quand je parle de reviews. Chapitre de livre, synthèse de livres, des lettres, des corrections, des livres, de la poésie, euh, musique, et ainsi de suite. Donc là, tout ça, c'est ces types de documents sur ces 25. OK. Euh, pour les journaux payants, est-ce qu'on peut négocier une réduction ou gratuité? Si oui, comment? Alors, la plupart des journaux qui demandent des frais de publication, généralement, ils ont des frais adaptés selon votre pays où vous êtes basé. Donc, à négocier, il faut leur dire, voilà, je suis basé ici ou là. Et donc, après, euh, à négocier. Ouais, bonne question de Monaim. Un journal est classé Q1, mais il est classé Q2 dans un domaine de recherche spécifique. Qu'est-ce qui sera pris en compte pour le chercheur s'il a publié dans le journal? Est-ce que Q1 ou Q2? Alors déjà, prendre en compte le Q1 du journal où le chercheur a publié, bon, c'est un autre débat. Pour moi, ça, c'est problématique. Donc, on n'utilise pas un indicateur de journal pour évaluer un chercheur. Déjà, ça, c'est le premier point. Mais admettons, et dans ce cas-là, ce qu'il faudrait faire, il faudrait regarder le domaine de la publication. Par exemple, si un journal a 2, 3, 4 catégories, je sais pas moi, chimie inorganique, chimie appliquée, ingénierie chimique, voilà. Un journal qui publie dans ces 4 disciplines-là. Il faut regarder ma publication. C'est quoi le domaine qui s'y rapproche le plus? Moi, je vous donne un exemple. Il y a des journaux type Scientometrics, c'est Information Science, Computer Science, et l'autre, c'est plutôt une Library Information Science. Or, moi, je suis plutôt sur la science de l'information, plutôt que informatique pure et dure. Oui, pour ceux qui ont raté le début de la session, je vous enverrai l'enregistrement. Euh, ok, des questions légèrement hors sujet. Donc ça, c'est dans le chat. Je suis toujours dans le chat.
Jamal, s'il te plaît? Oui, Il y oui, a je t'en prie. plusieurs questions toujours sur comment choisir la bonne revue. Il y a une question qui synthétise ça et vous demande quels sont les trois critères, top critères pour choisir la bonne revue. Donc, il y a plusieurs questions de ce type et je te donne une seule question qui Ok, résume le tout. D'accord, merci. d'accord. Bon, j'ai partagé dans le chat le guide. Si on oublie tous ces indicateurs, juste un instant, d'accord? On oublie le facteur d'impact, on oublie le quartile et ainsi de suite. Un journal, à la base, quand on regarde l'histoire du développement des journaux scientifiques, ils ont été développés pour que les chercheurs publient dans un endroit commun, alors maintenant il y a plein de journaux, pour accéder aux informations scientifiques les plus récentes concernant le développement d'un domaine. Donc déjà, la première question, c'est trouver les journaux pertinents, c'est-à-dire quels sont les journaux qui correspondent à mon sujet de recherche. Ça, c'est la première chose à faire. Et donc, dans le guide, j'explique différentes étapes. La première étape, c'est commencer par explorer ce que vous lisez, qu'est-ce que vous avez lu et où est-ce que c'est publié. D'accord? Comme ça, on trouve des sources similaires. Comme ça, quand moi, je publie dans un journal, je sais que les gens qui lisent ce journal-là seront potentiellement intéressés par le sujet, puisque c'est ça à la base. C'est communiquer. C'est vraiment des questions de communication. Ensuite, c'est vrai que d'expérience, il y a des journaux, et là, il y a et c'est pour ça que je parle de profil de journaux, il y a des journaux qui publient plus fréquemment que d'autres. Un journal qui publie une fois par semaine, normalement, a besoin de plus de soumissions, c'est-à-dire de manuscrits, qu'un journal qui publie qu'une fois par trimestre, une fois tous les 6 mois ou une fois par an. Donc la fréquence de publication, c'est aussi un indicateur important. Ensuite, l'impact, parce que vous n'êtes pas les seuls à savoir si c'est un journal Q1, etc. L'impact, il n'est pas, je veux dire, le facteur d'impact ou même le quartile. En fait, c'est les publications qui font l'impact. Et ce n'est pas le journal. Et derrière le journal, et c'est là où il faut un petit peu d'expérience, vous pourriez demander à vos encadrants qui ont déjà publié dans ces journaux, eux, ils sauront vous dire, voilà, l'examen par les pairs dans ce journal-là, il est quand même costaud. Il y a d'autres astuces. J'en avais parlé lors de euh, la formation sur le Web of Science. Par exemple, on a la possibilité de voir comment vos manuscrits vont être évalués. Par exemple, je ne sais pas moi, Nano Express. Si ce journal Nano Express m'intéresse, je vois dans le Web of Science que j'ai accès à l'examen des examinateurs. Donc là, cette publication, donc ce manuscrit, avant d'être publié, il est passé via différents rounds. Donc là, ça peut vous donner une idée de voilà, comment le manuscrit il a été évalué entre le 9 août et il a été publié, il a été accepté le mois dernier. D'accord? Donc, et là, on le voit, hein, les examinateurs et ainsi de suite, le premier round, etc., etc. Donc, il y a aussi ça qui est important. Euh, Il faut vraiment étudier le profil, c'est-à-dire aller sur le site du journal et regarder, voilà, l'examen par les pairs, il existe, il est bien effectué, il est de tel style. Le journal, c'est plutôt des études théoriques, il y en a un, c'est plutôt des cas pratiques, il y en a un, c'est plutôt orienté sur les méthodes, etc. Et ensuite, on a les indicateurs de performance, les indicateurs d'impact, où là, on se dit, voilà, en moyenne, ce journal-là, parce que c'est un journal qui existe depuis une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années, il y a du marketing derrière, il est assez visible, donc ça va potentiellement booster mon article. Ok. Mais ça veut, encore une fois, c'est des indicateurs de journaux, ce n'est pas des indicateurs de publication. Et en aucun cas des indicateurs de qualité. Vous allez trouver des prix Nobel qui publient dans les journaux Q3, Q4 sans aucun problème. Et leurs publications sont très influentes. D'accord? Donc, il faut vraiment faire la part des choses, faire la distinction entre indicateurs de journaux et indicateurs de publication, indicateurs de chercheurs, dont on parlera lors du dernier module. Ok. Alors, il y a des questions sur Scopus. Je ne sais pas trop comment l'indexation fonctionne sur Scopus. Nous, aujourd'hui, on parle du Web of Science et Journal Search Reports.
Une autre question, est-ce que c'est possible qu'un journal retire un article après sa publication à cause du retard de paiement? Alors, j'ai jamais vu ça parce que normalement, s'il n'y a pas eu de paiement, il n'y a pas de publication. Donc, il faut vraiment faire attention aux journaux qui vous contactent et qui mettent un petit peu la pression pour payer. Est-ce que c'est des vrais journaux ou pas? Je vais vous montrer un exemple de journaux pirates auxquels il faut faire attention. Par exemple, j'en avais parlé sur LinkedIn, Hijack Journal. J'avais fait un post il y a quasiment une année. Parce que là, il y a pas mal de questions dans le chat qui reviennent sur paiement. Euh, ça, c'est par exemple, vous avez ce qu'on appelle des journaux pirates. Pour ceux d'entre vous qui connaissent Springer, vous avez un nom de journal qui s'appelle Educational Technology Research and Development. C'est un vrai journal chez Springer, mais quelqu'un a copié le site et ils l'ont hébergé sur un site qui s'appelle, ou un domaine qui s'appelle springer.uk.com. C'est exactement le même journal. Donc là, moi, si je suis un peu mal intentionné, si c'est moi qui gère ce site, je peux vous inviter. Vous allez vérifier que c'est un site, un journal qui est indexé, etc. Sauf que vous allez publier avec eux et c'est vraiment des arnaqueurs. Je vous envoie ça dans le chat, comme ça vous pourrez regarder. Et ça, c'est un phénomène qui touche Springer, mais aussi Science Direct. Vous connaissez Science Direct? Il y a sciencedirect.com et il y a un site pirate qui s'appelle sciencedirects.com. Ils ont recopié le journal Language Sciences. Ça, c'est le vrai site du vrai journal qui est indexé. Ça, c'est une copie du même site. Euh, ok. Alors, j'ai fait le tour du chat. Touria, je ne sais pas, dans le... Oui, oui, il y a une C'est question une question à toi. dont son propriétaire la répète, il est intéressante apparemment pour lui. Il se demande dans le manuscript match, est-ce qu'on doit écrire le titre et le résumé en anglais pour de meilleurs résultats? C'est mieux, ouais. C'est mieux. Vous aurez potentiellement plus de résultats, en effet. D'ailleurs, la plupart des journaux indexés, même si vous publiez en français, vous demanderont d'avoir le titre et le résumé, au moins le titre et le résumé en anglais. Vous publiez en français, en arabe, n'importe quelle langue, ça, il n'y a pas de problème. Mais le journal vous demandera au moins d'avoir le titre et le résumé en anglais. Alors, très bonne question. Est-il vrai que les références citées dans notre article doivent être publiées dans le même journal dans lequel nous souhaitons y publier? Non, pas du tout. Et même, et même des journaux, parce que les journaux savent que les autocitations au niveau des journaux sont problématiques, vont même vous dire non, non, vous avez trop cité, c'est abusé. Il y a trop de citations d'articles publiés dans notre propre journal. Donc non, c'est pas vrai. Il y a des auteurs, souvent les jeunes chercheurs, qui pensent que on va flatter un petit peu l'ego de l'éditeur en mettant des publications du journal qu'on vise pour soumettre notre manuscrit. Mais non, non, c'est pas du tout vrai. Les références, elles doivent être juste pertinentes en fait. Vous devez citer de manière naturelle euh, de la littérature qui est en lien avec votre manuscrit. J'avais eu Euh, beaucoup de questions sur la publication en général. Je sais pas, peut-être qu'on va discuter si il y a l'opportunité d'avoir une session d'information sur ça. Je sais pas si ouais, c'est possible ou pas, mais on va le discuter. Si c'est possible, on va vous l'affichera parce qu'il y a plein de questions sur ce volet de publication. ouais. Donc, À je ce pourrais pas sujet, prendre. Oui. euh, ce qu'on peut faire, parce que là, ça sort des formations produits, mais j'avais fait des cours sur ce sujet, préparation, comment on prépare le manuscrit, et euh, il y avait une autre formation qui touche aux questions qui sont posées aujourd'hui. C'est comment votre manuscrit est-il évalué par les pairs? Ça, Il y ça a une peut question aider sur ça aussi. également. Oui, Voilà. Et sur de l'évaluation. nouveau, choisir une revue pour publication. Elle est un peu plus longue que la session d'aujourd'hui. On peut, voilà, elles sont disponibles en ligne. Ouais, on a vraiment dépassé le temps Oui, imparti. oui. Euh, question d'accès. Karima et Touria ont déjà envoyé le lien vers le guide sur comment
accéder Et à distance. et apparemment, il y a des personnes qui assistent avec nous qui sont hors le Maroc et demandent sur Ah l'accès. OK. Oui, donc l'accès n'est pas autorisé aux chercheurs hors Maroc, qui ne sont pas marocains, qui ne sont pas affiliés à des universités marocaines, donc n'ont pas d'email institutionnel universitaire. Donc ils ne peuvent pas utiliser la plateforme d'accès à distance et ressources et s'ils sont hors le Maroc, ils ne peuvent pas, accéder parce que ils ne sont pas, reconnus comme utilisateurs, autorisés. Oui, c'est ça. Donc, à clarifier que le module d'aujourd'hui, il est organisé en partenariat avec le CNRST. Donc, s'il y a des gens qui ont assisté depuis un autre pays, il se peut que vous ayez déjà accès, c'est juste que vous ne savez pas, ou alors vous pouvez me contacter et on pourra discuter sur comment accéder aux ressources. OK. OK, je vous remercie. Malheureusement, j'aurai pas le temps de répondre à toutes les questions. Il y a pas mal de questions répétitives. Dans tous les cas, ce que je suggère pour l'instant, c'est, juste de patienter un petit peu. Je vous enverrai votre attestation dès que possible. Vous aurez mes coordonnées, d'accord? Je vous enverrai aussi également le lien vers l'enregistrement, le lien vers les autres formations qui ont été enregistrées, auparavant et bien sûr, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez des questions un peu plus personnelles. Je prendrai le temps d'y répondre. Bon, vous êtes énorme, vous êtes beaucoup aujourd'hui, donc malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Mais D'accord. voilà, n'hésitez pas à me contacter avec vos questions et j'y répondrai dès que possible. Jamel, peut-être je profiterai de l'occasion pour annoncer le cycle de formation en présentiel que nous allons Ouais, annoncer. Donc, nous allons organiser un cycle de formation en présentiel dans chaque université, mais il sera réparti sur des périodes. On va lancer la première période en fin novembre, Inch'Allah, la deuxième période aux alentours de février, mi-février, et la troisième en fin avril peut-être. Donc, vous devez, se rendre vers votre université pour voir, où, ça va se dérouler parce que nous, on se charge de la coordination de l'organisation et ça va se passer dans vos universités. Nous allons annoncer le programme global et on souhaite qu'on va vous revoir, en présentiel face à face dans les universités. Donc on va couvrir toutes les universités et au plaisir de vous rencontrer, face to face, inch'Allah. Inch'Allah, avec grand plaisir. Merci Merci Jamel. à toutes et à tous. Merci à vous et à très bientôt. Bon courage, prenez Inch'Allah. Merci, merci. soin de vous.